de Kissa, secrétaire général actuel et responsable des programmes économiques de l'Institut. Aujourd'hui, je supplie ma collègue Linda Johnson qui est indisponible. Donc c'est pour cette raison que je vais la remplacer pour présenter notre conférencier, notre invité aujourd'hui. Donc je demande votre indulgence. Donc notre conférencier, M. Paul Bikima, est l'un des penseurs qui travaille à donner une plateforme conceptuelle et pratique à la lutte de libération du continent africain. Donc, il est également l'un des promoteurs du journal Phoenix Hebdo et a personnellement commis des centaines d'articles, les uns plus importants également, et est l'auteur du livre monumental qui est là, intitulé Introduction à la question africaine. Donc, pour vous donner une idée pertinente de ce livre, l'actualité aux États-Unis est dominée par le meurtre d'un rappeur appelé Nipsey Hussle. Donc, l'objectif de ce meurtre était d'empêcher la sortie du documentaire du docteur Sebi, un ancien spécialiste de la médecine alternative, lui-même assassiné. Donc, pour avoir une idée de qui est le docteur Sebi, je vous réfère au livre de M. Paul Bikima, plus précisément au chapitre 19, page 137. Dans le même ordre d'idée, lorsque le grand maître de l'ordre, le grand maître, je veux dire, de l'ordre de Marthe est arrivé au Cameroun l'an dernier, un ami m'a dit qu'il n'aurait jamais compris ce qui se passait s'il n'avait pas lu le livre de Paul Bikima qui parle de l'ordre des maths en son chapitre 3. Également, un ami qui vit en Guinée m'a appelé il y a quelques jours notamment qu'il est en train de relire ce livre pour la 3e fois. Donc, il faut comprendre comment ce livre est également très édifiant et pertinent. D'ailleurs, je vous conseille de le lire. Ce livre est disponible sur le site Amazon. Vous pouvez le commander là-bas directement. Donc, entre autres, Paul Bikima est également un enseignant. Il est aussi consultant senior à Keops, DBB, une boîte de consulting spécialisée dans le management des risques et l'amélioration des performances d'entreprise, le data analytics et le BI, généralement appelé intelligence économique. Paul Bikima est titulaire de 2 diplômes de 3e cycle, l'un en sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie mathématique et l'autre en mathématiques de la décision. Il a également, je veux dire, étudié l'économie et la science politique et a fréquenté dans des prestigieuses universités telles que Paris 6, l'École polytechnique de Paris, Paris Dauphine et l'Université de Harvard. Donc, finalement, Paul Bikima, il est marié, il est père de 3 enfants et est également le président à l'exercice de Kepera Institute of Strategic Analysis. Donc, M. Paul Bikima, vous pouvez... Voilà. Je remercie le secrétaire général de l'Institut KISE et je vous dis bonjour et je vous remercie tous d'avoir pris un après-midi aussi ensoleillé pour venir vous enfermer avec nous ici. L'objectif aujourd'hui est que je vais partager quelques réflexions
sur l'avenir de l'Afrique, parce qu'il y a quelques pays qui sont encore les victimes de l'un des derniers vestiges persistants de la colonisation, notamment le franc CFA. Et nous allons regarder cela d'une perspective analytique, non pas comme ça a été fait précédemment, mais en essayant de comprendre les mécanismes au fur et à mesure que nous avançons dans la livraison de nos produits d'exportation. Vous savez pertinemment que tous les pays africains, bien qu'ils en soient conscients ou non, sont des victimes, en sont des victimes. Vous qui vivez aux États-Unis, par exemple, vous savez que si vous avez une maison et que votre voisin n'entretient pas la sienne, la vôtre perd la valeur. Donc le problème du franc CFA n'est pas qu'un problème des pays dits du précaré français, c'est un problème de tous les pays africains qui ou vont se décider à en sortir ou vont accepter de se noyer. D'un autre côté, ne croyez pas que le franc CFA ne concerne du point de vue occidental que la France. La vérité est que c'est une concession qui leur a été accordée par les États-Unis lors de Bretton Woods pendant une rencontre entre Paul Mendes France et Henry Monguetto, qui était le secrétaire au Trésor américain. La concession consistait à quoi? Comme le FMI, parce que c'est de ça qu'il est question de mettre en place, consistant des quotas. Il fallait réduire le quota de la France pour l'attribuer à la Chine. La France, étant mécontente, a réussi à négocier qu'elle puisse avoir une zone d'exclusivité monétaire. Donc maintenant, cela étant dit, que le franc CFA concerne tous les pays africains, le franc CFA ne concerne pas que la France, ça concerne la plupart des pays occidentaux. Donc c'est un problème qui est beaucoup plus vaste que la sortie pure et simple du franc CFA. Cela dit, nous allons commencer par sa naissance. La naissance. Le franc CFA naît en 1945 par un décret signé par De Gaulle, assisté de René Pleven, qui était ministre des Finances, ça c'est le gouvernement provisoire, et de Jacques Soustelle, qui était ministre des Colonies. Donc, à la naissance, ça concerne plusieurs pays, mais pas entièrement les 15 pays de la zone franc actuelle. Parmi les 15 pays de la zone franc actuelle, il n'y avait que le Cameroun, les Comores et le Togo. Ce décret concerne aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et d'autres territoires français, comme l'île de la Réunion. Mais entre-temps, vous vous rendez compte que les territoires français sont devenus français et donc sont sortis de cette façon du franc CFA. Ça concernait aussi l'Indochine. Entre-temps, l'Indochine a fait sa guerre et aujourd'hui, elle a évolué en 3 pays totalement indépendants, le Cambodge, le Laos, le Vietnam. Chacun d'eux connaît des fortunes diverses, mais ils sont hors du franc CFA. La Somalie en est sortie parce qu'elle était fait partie de ce décret. Et Madagascar. Donc à l'heure actuelle, parmi les pays originaux, il n'y a que le Cameroun, les Comores et le Togo qui sont restés et ont été rejoints dans cette mésaventure par 12 autres pays africains que vous connaissez et repartis en 2 zones. Qu'est-ce qui se passe en 1945? La France sort d'une guerre, elle est épuisée économiquement. Il lui faut très rapidement pouvoir relancer son économie. Alors, ils n'ont pas le temps de faire des expériences. Ils se rendent compte que, outre-Rhin, ce que les Allemands avaient mis en place et qui les a ruinés en moins de 5 ans, est là. Ça a été perfectionné, ça a été expérimenté, donc ils savent que ça marche. Donc ils se tournent du côté de l'Allemagne pour reprendre ce programme. Alors, je vais vous présenter les vrais architectes de ce programme. C'est eux que j'appelle les maîtres nazis. Le premier que vous voyez là, c'est Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht était le président de la Reichsbank, c'est-à-dire la banque centrale allemande, et le ministre des Finances allemand. C'est lui qui est le cerveau derrière tout le CFA, qu'on appelait les comptes ASCII, qu'on parlait des comptes d'opération. Il était secondé par celui que vous voyez à côté de lui, Émile Poul. Émile Poul, c'est son adjoint.
à la Rashbach, il était aussi membre du conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux, ce qu'on appelle BAS, que le docteur Djibouti a longuement parlé à la dernière conférence. Et soit dit en passant que Hjalmar Schacht, le docteur Schacht, est l'un des architectes de cette banque de règlements internationaux. Une fois qu'il a commencé à avoir des problèmes avec Hermann Göring, parce qu'on ne savait pas qui devait être le leader du plan de Hitler qu'on appelle le plan quadriennal, et il y a donc des problèmes, il les vire Schacht du gouvernement et de la Reichsbank. Il le remplace par Walter Funk, que vous voyez là. Walter Funk. Et le dernier s'appelle Hermann Abs. Hermann Abs était le président de la plus grande banque commerciale en Allemagne. Et tout au long de cet exposé, vous allez voir comment toutes ces choses sont reliées. Maintenant, le prochain slide, on va voir ce que les deux procureurs français au conseil de Nuremberg disent de ces quatre-là. Donc, c'est ça le truc. Voilà ce que les procureurs français disent. Ils disent que ce que ces cadres ont mis en place, c'est un élément de la destruction économique. Vous voyez. Et à la fin, dans leur, ce qui requiert leur réquisitoire, ils demandent la peine de mort contre ces cadres-là, pour avoir mis en place un système monétaire qui était fait pour ruiner les pays européens. Et voilà donc où vous voyez l'hypocrisie. Parce que le procès de Nuremberg s'ouvre officiellement le 6 novembre 45, pardon. Et cette décision est prise le 25 décembre 1945. Et le plaidoyer a lieu en 1946. Donc voilà un groupe de gens qui représentent le gouvernement provisoire français, qui condamne avec la dernière énergie un instrument que la France est en train de reprendre à son propre compte pour détruire d'autres pays africains. C'est pour ça que quand les gens osent penser que le franc CFA n'est pas un instrument criminel, j'ai le sentiment qu'ils ne savent pas véritablement de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Aujourd'hui, l'objet de notre présentation n'est pas d'entrer dans tous les mécanismes du franc CFA. Pour cela, je vous réfère à des auteurs comme Joseph Tchundjian-Poumi et son livre « Monnaie, servitude et liberté », Nicolas Agbohou avec son livre « L'euro et le franc CFA contre l'Afrique » qui rentre dans tous les mécanismes. Ce dont nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est suivre nos produits d'exportation à travers leur chemin ordinaire, le chemin monétaire, pour qu'on commence à voir toutes les anomalies dans lesquelles évoluent non seulement les pays africains francophones, mais prioritairement les autres pays africains. Et pour cela, puisque nous sommes des pays agricoles, on n'est pas vraiment industriels, c'est que nous exportons dans le jargon économique qui s'appelle des commodités. Et donc pour mettre les choses en place, j'ai envie de dire quelques mots sur les commodités. Et en passant, voilà, avant même d'arriver, il y a des choses que j'ai envie d'évacuer très rapidement. Parce que dans les débats sur le CFA, vous voyez, beaucoup de gens se focalisent, ils disent que le CFA, le plus gros problème est qu'il est battu à Chamaillères. Bien que le fait que le CFA soit battu à Chamaillères est un problème à cause de la relation que nous avons avec la France, puisque la France est en vérité un intervenant dans le CFA, mais le problème du lieu où la monnaie est battue n'est pas un problème essentiel. Pourquoi? Parce que l'euro est battu par la compagnie allemande que vous voyez là, Gesicke-Devrien, qui est située en Allemagne. Et cette compagnie a aussi une succursale à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et c'est elle qui bat la monnaie de certains pays arabes. Maintenant, la deuxième que vous voyez, Crane Currency, qui est une compagnie suédoise, c'est elle qui bat la monnaie de la Suède. Elle bat la monnaie de la Tanzanie et je crois du Ghana. Donc, bat la monnaie de plusieurs pays. Donc, le problème ici n'est pas de qui bat la monnaie, mais le genre de relation que nous avons avec la France, puisque dans les accords que nous avons avec la France, quand nous avons nos réserves d'échange, les compagnies françaises sont prioritaires. Donc c'est un circuit, non seulement de pillage, parce qu'ils fabriquent plein de sociétés écrans, décident que ces sociétés ont gagné l'argent en CFA et leur attribuent prioritairement nos devises. Voilà le problème que nous avons avec eux. Le deuxième problème dont j'entends souvent parler également, c'est le lieu où se trouvent les réserves d'échange. Cela aussi n'est pas un truc essentiel. Pourquoi? Parce que
Vous ne pouvez pas rapatrier toutes vos réserves que vous faites. Le rapatriement dépend de votre capacité d'absorption du capital. Et vous avez besoin qu'une partie de vos réserves reste à l'extérieur pour qu'elles puissent créer des richesses. C'est la raison pour laquelle la Chine, par exemple, est le premier pays en termes de réserves d'échange aux États-Unis. Elle a plus de 3 000 milliards de dollars. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Japon, il y a le Canada. Et d'ailleurs, la Chine et le Canada sont en fait les principaux bailleurs de fonds du FMI. C'est eux qui ont l'argent assez vite disponible. Maintenant, il faut donc retourner sur ce qui nous concerne et vous présenter un peu ce que nous vendons, qu'on appelle les commodités. Il y en a 3 sortes. Pour ce qui nous concerne, il y a une 4e, mais nous, on n'exporte pas la viande. 1. Les énergies. Dans les énergies, vous avez le pétrole et le gaz naturel. L'Afrique compte à peu près pour 25%. Je ne vais pas rester dedans parce que les Arabes ont assez bien balisé le terrain pour en tirer bénéfice. Il y a les produits agricoles sur lesquels je vais m'attarder, notamment le cacao, que je vais utiliser comme un exemple à suivre. Je vais le suivre pour voir les anomalies de notre fonctionnement. Et il y a les métaux. Et dans les métaux, les métaux sont de 2 sortes. Ceux qu'on appelle des métaux précieux et ceux qu'on appelle les métaux non précieux. Vous voyez la liste de quelques métaux précieux. Vous voyez l'or, l'argent, le cuivre, le coltan, qu'on appelle aussi le tantan. En fait, c'est un mélange, c'est le colombine tantan, qu'on a appelé coltan. Le platine et le cobalt. Vous voyez le cobalt, il y en a plein. Et vous voyez les non précieux. Maintenant, dites-vous bien, où se trouvent ces métaux précieux? La plupart se trouvent dans le bassin du Congo. Et c'est la raison pour laquelle le Congo n'a pas de paix. Parce qu'il faudrait contrôler leurs matières premières. Je vais vous amener dans une balade avec le cacao. Je rentre dans l'agriculture. Notre cacao est vendu dans des marchés qu'on appelle des échanges. Le cacao africain est vendu à Londres. Le cacao asiatique et sud-américain est vendu à New York, dans ce qu'on appelle le NYMEX. Nos métaux suivent pratiquement la même chose, vendus à New York, à Londres, à Chicago. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces marchés, en vérité, appartiennent pour la plupart à 2 groupes. Le premier, c'est le CME, qu'on appelle Chicago Merchandise Exchange. C'est lui qui contient le COMEX, où sont vendus les métaux, c'est là où on vend la plupart des métaux, contient le NYMEX et le CBOT, c'est-à-dire le Chicago Board of Trade. Et le plus grand, c'est le ICE, qu'on appelle Intercontinental Exchange. C'est lui qui a le New York Stock Exchange et le Euronext, c'est-à-dire l'ensemble de la plupart des grandes places boursières européennes. Ces 2 places boursières, ces 2 échanges contrôlent à peu près 90% des transactions boursières dans le monde. Donc quand vous restez et vous dites que on enseigne aux enfants à l'université ce qu'on appelle les lois de libre marché, de libre concurrence, mais c'est une blague. Il n'y a absolument pas de libre concurrence du marché. Le marché est contrôlé par 2 et en fait, ils travaillent ensemble. Vous voyez bien qu'ils se repartissent des choses. Notre cacao est vendu à Londres, le cacao des autres est vendu à New York. Ils ne se combattent pas. C'est un monopole. C'est un monopole. Maintenant, en dehors de ça, quand il y a les échanges, il faut bien comprendre comment ces choses sont organisées pour pouvoir situer nos problèmes. Pour pouvoir investir en bourse, on investit en bourse à travers ce qu'on appelle des banques d'investissement. Je vous donne la liste des 10 plus grandes banques d'investissement dans le monde. Les voilà. Vous voyez Goldman Sachs, JP Morgan Chase, et ainsi de suite. Il n'y a rien d'africain là-dedans. Et en plus, vous voyez même que dans le top 10, il n'y a pas de banque française. Et ça me rappelle l'une des choses que mon ami le professeur Babacar Ndiaye aime bien me répéter. Il aime bien me dire souvent, si vous vous promenez dans une jungle et que vous avez à vous faire manger par un animal, il faudrait bien mieux que ce soit un lion. Parce qu'au moins, si c'est le lion, personne n'aura rien à dire lors de votre funérailles. Et nous, vous voyez, nous sommes manipulés par quelqu'un que nous considérons comme un géant, mais qui parmi les géants est en vérité un nain. Voilà, les 10 plus grandes banques.
Et ces banques-là contrôlent à peu près 98% des transactions financières dans la bourse. Nous sommes en dehors presque de tout. Et quels sont les plus grands clients de ces banques? C'est ce qu'on appelle les hedge funds, les fonds souverains et les fonds de pension. Pourquoi est-ce que les fonds de pension ont commencé à investir en bourse? Parce qu'en 1972, ils se sont rendus compte que, tel qu'elles fonctionnaient, elles ne pouvaient pas remplir leur mission de satisfaire les retraités. Ils ont commencé à investir massivement. Maintenant, nous, même les fonds souverains, nous n'en avons pas. Donc, on ne peut pas manipuler les prix. Et on s'assied, on commence à convoquer des concepts abstraits, comme la détérioration des termes de l'échange. Il n'y a aucune détérioration des termes de l'échange, il faut contrôler son produit sur le marché. C'est la manipulation des prix. Et voilà les choses que nous devions corriger dans le futur. Maintenant, prenons le cacao. Maintenant que cela est planté, regardons donc quoi les choses marchent avec le cacao. Voilà les 5 plus grands producteurs de cacao dans le monde. Qu'est-ce que vous remarquez? Parmi les 5, il y a 4 pays africains. Ces 4 pays africains contrôlent 80% de la production de cacao dans le monde. Et le marché du cacao est un marché d'à peu près 100 milliards de dollars comparé au marché de l'armement qui est de 85 milliards de dollars. Voilà ces 4 pays. Ces 4 pays-là, c'est un monopole. Il n'y a que les pays africains qui ne peuvent pas utiliser et exploiter ce qu'on appelle un monopole. Le président Houphouët-Boigny, en juillet 1987, a décidé de ne pas vendre son cacao. Ça a été une débandade sur les marchés. Et si vous posez la question de savoir pourquoi il y a des problèmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, n'allez pas beaucoup plus loin que cela. C'est à cause de cette décision. Parce que dans la vente des produits, il y aura ce qu'on appelle des risques qu'il faut contrôler. Maintenant, ici, je vous dis donc que nous sommes les producteurs de cacao, mais voilà ceux qui font tout l'argent. Et voilà, qu'une compagnie africaine. Et c'est ceux-là qui ont financé tous les problèmes que vous voyez au Congo. Et voilà. C'est pour vous dire. Donc, et comment ça se fait? Il y a ce qu'on appelle des risques de marché. Ils ont maîtrisé les 2 premiers types. C'est pour ça que je mets le 3e en rouge. Le risque de stockage, ils maîtrisent ça. La livraison, ils maîtrisent, ils ont des compagnies de logistique. Le plus grand risque qu'ils ne maîtrisent pas, c'est ce qu'on appelle le risque politique. Et c'est pour pouvoir maîtriser le risque politique que vous avez tous ces coups d'État en France. C'est devenu, en Afrique, c'est devenu toute une industrie. À l'époque, ça se faisait par des grands manipulateurs comme les Edouard Bernays. Vous vous souvenez du coup d'État au Guatemala en 1953, où le lobby de la banane a payé Bernays pour qu'il fomente quelque chose. Il a manipulé et finalement la CIA a été impliquée, on l'a renversé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est toute une industrie où vous avez des anciens généraux des armées occidentales, vous avez beaucoup d'hommes d'affaires. D'ailleurs, dans mon livre, je parle des intermédiaires. Et il y a une figure dont j'ai envie de dire 2 ou 3 mots. Quelqu'un qui a appartenu à ce qu'on appelle la jeunesse hitlérienne. Son vrai nom, c'est George Schwartz. Vous le connaissez, la plupart parmi vous, comme George Soros. On prétend qu'il a failli faire tomber la bourse de Londres en utilisant une technique qu'il aurait apprise de Karl Popper, qui est la théorie générale de la réflexivité générale. On prend ça exprès, pensez que quand vous allez voir réflexivité générale, vous aurez peur, parce que vous voyez relativité générale à côté et quelque chose d'adieu. C'est du bluff. C'est eux qui sont les intermédiaires que, lorsque les compagnies comme les compagnies chocolatières ont un problème, elles les payent, ils ont mis des infrastructures en place, c'est très sophistiqué, ils ont des ONG comme Open Society, ils ont plein de choses en place. Ils vont fomenter le coût. Ça, c'est l'industrie, ce qu'on appelle les régimes change, changement de régime. C'est très, très bien fait. Donc, maintenant, une fois que cela est dit, regardons un peu un cas pratique pour revenir sur notre CFA. C'est un cas pratique, c'est fictif. Supposons qu'on ait vendu notre cacao et que la Côte d'Ivoire ait reçu 4 millions. C'est le plus grand producteur, à peu près 40%.
que le Ghana ait reçu 2 millions, que le Nigeria et le Cameroun aient tous reçu 1 million. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Pour le Ghana et le Nigeria, cet argent est directement viré dans leur compte, dans le compte de leur banque centrale qui se trouve ici à la Réserve fédérale de New York. Parce que tous les pays sérieux ont tous des comptes dans les banques centrales des autres pays. Ghana et Nigeria, pas de problème, c'est viré dans leur compte, à la New York. Qu'en est-il donc du Cameroun de la Côte d'Ivoire? L'argent est viré dans le compte de la Banque de France. Pas nous. C'est la Banque de France qui reçoit, qui perçoit notre argent. Or, et elle est chargée de nous inviter. Or, l'argent, comme on dit, le temps c'est l'argent. Pour des pays sérieux, une fois que l'argent est dans leur compte, ça rentre immédiatement en action. Mais pour nous déjà, c'est la Banque de France qui va informer le Trésor français. Après que nous ayons peut-être appelé 10 000 fois que le mois approche, la fin du mois approche, on veut l'argent pour pouvoir payer nos fonctionnaires, on ne sait pas. Or, le docteur Djibouti l'a exposé très bien la dernière fois, tout le système financier mondial a failli s'écrouler à cause d'un problème de décalage horaire. Ils ont commencé à régler ces problèmes. Déjà que même les États-Unis, l'économie a failli s'écrouler après l'assassinat de Kennedy. Parce qu'il y avait un problème de décalage horaire pour les transactions et la plupart des banques allaient faire défaut. Donc il y a tout un marché que les banques exploitent dans ce qu'on appelle des swaps, où c'est des prêts à très court terme. Imaginez-vous, votre salaire va tomber peut-être demain et que vous avez un chèque qui doit passer dans votre compte ce soir. Vous pouvez me demander de vous prêter ce montant d'argent et que demain vous allez le rembourser. Ça existe dans le système bancaire. Donc avant que la Banque de France nous informe, elle a déjà gagné énormément d'argent dans ce genre de transactions. Une fois qu'elle informe donc le Trésor français, et le Trésor français nous informe, qu'est-ce qui se passe? On paye la commission et les frais de service à la Banque de France, on paye les taux de conversion de la monnaie, parce que ça va être transformé en euros. La banque, le Trésor français, qui a le contrôle de ce compte, paye tous nos créanciers prioritairement, et la plupart sont français, après qu'ils aient retiré les 50% que officiellement dans le contrat que personne n'a vu leur reviennent. Et ce n'est que le reste. Ils nous demandent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Ils peuvent aller à Chamaillère, nous imprimer une série de billets, la quantité que nous voulons. Ils nous l'envoient. Mais la vérité est que quand vous connaissez le monde financier, l'argent n'a même pas quitté New York. Vous voyez, c'est des jeux d'écriture. La France est en train de faire beaucoup d'argent avec cela. Et imaginez-nous donc maintenant l'autre scénario où chacun des 4 pays là décide d'acheter un tracteur aux États-Unis. Mettons que le tracteur coûte $100 000. Le Niger et le Ghana signent leur chèque immédiatement. On vit $100 000, c'est tout ce qu'ils enlèvent de leur compte. Cameroun et Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de redemander au Trésor français. Ça, c'est le vrai circuit. Hein. Déjà, ça a l'air rapide, mais c'est comment que ça marche? L'argent doit être reconverti en dollars. Et pour ceux qui ont fait finance, vous savez que quand on convertit l'argent, quand on fait le taux d'échange, il y a ce qu'on appelle le axe price et le bit price. Et la différence, c'est ce qu'on appelle le spread. Donc, on paye cela encore. On paye également le service. On a utilisé le compte de quelqu'un. Donc, du coup, pour acheter le même tracteur, nous avons payé 2 fois le même service. On a perdu 2 fois dans les taux d'échange. Même si c'est $1000 qu'on paie, ces $1000 là, c'est beaucoup. Et en plus, c'est absurde. Pourquoi? Parce que pour que vous ouvrez un compte, vous êtes un pays normal, dans une banque centrale étrangère, il y a des conditions. C'est vrai qu'il faut que vous déposiez quelques réserves pour garantir les transactions. Mais vous pouvez déposer réserves ou en or ou en réserve d'échange, si vous voulez. Mais nous sommes les seuls pays qui garantissons, si c'est une garantie, notre argent 2 fois. Tout notre or se trouve à la Banque de France. Donc techniquement, on ne devait plus garantir cet argent avec
nos réserves de change. C'est la garantie. Donc nous garantissons 2 fois avec des choses que nous ne contrôlons pas. Voilà. Et est-ce que c'est tout? Non. Quand vous envoyez un Western Union au Cameroun, que quand au Japon envoie Western Union, est-ce que vous savez ce qui se passe? On paye Western Union en dollars, Western Union prend sa commission, mais l'argent, ils doivent le payer au Cameroun. Vous savez chez qui partent acheter les francs CFA? À la France. C'est la France qui a toutes ses réserves. Que ce soit Western Union, MoneyGram, vous savez que la France n'a aucun problème de réserve. Tous ces pays africains travaillent pour la France. Que ce soit le yen japonais, que ce soit le yuan chinois, partout où il y a les Africains francophones, tout l'argent que vous travaillez là, ça rentre dans les réserves de change de la France. Ce n'est pas pour vous. C'est pour que vous mesurez la profondeur du problème dans lequel on se trouve. Maintenant, une fois que cela a été dit, vous avez vu le Ghana, vous avez vu le Nigeria, vous pouvez vous demander que, mais pourquoi donc avec ça, le Ghana, bien qu'il soit un peu plus avancé que les autres pays francophones, n'est pas infiniment plus avancé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la Russie, il devait être à des années-lumière des pays du franc CFA. Mais la vérité est que ils ne subissent pas la dictature monétaire au même degré que nous, mais ils la subissent. Pour que vous ayez une idée, je vais passer avec le Ghana. Regardez le conseil d'administration, le premier conseil d'administration de la Banque centrale ghanéenne. Qui est le président du conseil d'administration? C'est un Écossais. Qui est le vice-président? C'est un Anglais. Dans ce conseil d'administration, il y a 2 Ghanéens. Cette banque centrale ghanéenne n'appartient pas aux Ghanéens. Elle appartient aux étrangers, comme la plupart des banques centrales d'ailleurs. Et pour vous dire, actuellement dans le monde, il n'y a que 3 banques centrales qui sont à 100% contrôlées par les nationaux. La Corée du Nord, la Syrie, et le 3e, je vous dis, tous les autres, les Chinois font un assez bon travail parce que même quand il y a le capital privé, c'est un capital privé chinois. Et il y en avait 6. Et l'Iran c'est le 3e. Et il y en avait 6 avant. Il y avait l'Irak, il y avait la Libye, et il y avait l'Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Irak? Qu'est-ce qui s'est passé à la Libye? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afghanistan? Vous êtes dans un monde dangereux. Et maintenant, vous devez savoir une chose. La Banque centrale émet de l'argent. Mais ce n'est pas la Banque centrale qui crée de l'argent. L'argent est en vérité créé par les banques commerciales qui tournent, qui gravitent autour de la banque centrale. Dans le système actuel, dit de système bancaire fractionnaire, que le docteur Djibouti a totalement expliqué à la dernière conférence, regardez donc les banques centrales qui tournent autour du Ghana, la Banque centrale du Ghana, les banques commerciales, les voilà. Elles sont toutes, la plupart des banques étrangères. Il y a 2 qui sont ghanéennes parce qu'au moins le gouvernement ghanéen a voulu réagir. Vous voyez qu'il y a la banque agricole et il y a la banque d'investissement ghanéenne. Voilà les seules 2 banques qui ont une certaine taille qui appartiennent au Ghana. Et ces banques subissent une brimade incroyable au Ghana. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est ce qu'on appelle les prêts interbancaires qui financent les PME et les PMI. Or, les autres banques là ne vont pas faire les prêts aux banques nationales ghanéennes. Donc du coup, ces banques, pour se faire de l'argent, ou augmentent les taux d'intérêt, elles ont un dilemme. Ou elles augmentent le taux d'intérêt et ça chasse tous ceux qui veulent avoir des crédits, ou sont obligés de les mettre à un taux tellement bas qu'ils ne peuvent plus revendre ces taux d'intérêt à ce qu'on appelle dans le marché secondaire. Donc c'est des banques qui sont en permanence et qui ont besoin d'être en permanence soutenues par l'État. C'est la raison pour laquelle quand vous allez au Ghana, la plupart des Ghanéens sont exclus du système productif.
sont exclus de la chaîne de valeur. Quels sont ceux qui contrôlent les commerces et l'agriculture? C'est les Libanais. Et c'est exprès. Ils ont amené les étrangers pour que les réserves du champ du Ghana puissent être contrôlées au point que l'État ghanéen ne puisse pas en avoir. Quand le Ghana a vendu son cacao, parce que quand votre banque centrale se déplace, vos banques commerciales suivent. Pourquoi? Parce que la banque centrale a des activités limitées. Vous pouvez acheter des sécurités, mais vous n'intervenez pas le marché des banques commerciales. Donc une fois que vous l'avez fait, l'argent passe dans les banques commerciales. Vous savez qu'ils accompagnent le Ghana. Et du coup, le Ghana, qui est un pays indépendant, qui officiellement a sa banque centrale, quand elle veut faire des grands investissements, elle a besoin d'appeler le FMI. Vous avez vu dernièrement, Nana Akufo a dit qu'il n'a pas envie d'aller au FMI. Donc, vous voyez que le problème, les pays de la zone franc ont quelque chose de très grave, les autres pays ont quelque chose de moins grave, mais c'est tout ça qui doit être fixé une fois que nous allons prendre le nouveau départ après la sortie du franc CFA. Donc, pour savoir comment est-ce qu'il faudrait opérer, nous regardons le contre-exemple chinois. La banque centrale chinoise est en partie étatique, en partie privée, avec les trucs chinois. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils sont arrangés à mettre autour de leur banque centrale des géants bancaires, des banques géantes commerciales chinoises, purement chinoises. Donc du coup, leur monnaie n'est pas contrôlée par des pays étrangers, comme les autres. Et c'est là, quel est le résultat? La Chine est le pays qui a les plus grandes réserves d'échange à l'extérieur. Il y aura un jeu monétaire de dévaluation, et j'entends les Africains dire qu'il faut dévaluer. Vous dévaluez dans les secteurs où vous avez de la compétition et vous voulez gagner des avantages. Vous ne dévaluez pas dans les secteurs où vous n'avez aucune concurrence. Vous vendez vos produits agricoles, vous dévaluez pourquoi? C'est-à-dire, voilà. Donc, voilà le contre-exemple chinois. Maintenant, une fois que la Chine a vendu, et c'est là que j'arrive, on doit comprendre comment on devra fonctionner. Quand l'État chinois a reçu de l'argent, il achète des sécurités, il redirige l'argent dans ces banques commerciales qui sont chinoises. Cet argent est mis au service des Chinois. C'est pour ça que la diaspora chinoise est une diaspora stratégique. Et c'est comment que nos pays devaient opérer. Transformer la diaspora à une arme stratégique de conquête de marché. Un Chinois qui veut ouvrir un business, il aura l'argent pour ça. Et ils sont à toutes les échelles. Tu veux ouvrir un restaurant, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le Haïti. Et on leur demande d'aller ouvrir le Haïti où? À la Silicon Valley. Parce que nous, on vit comme dans un monde naïf. 80% des compagnies à la Silicon Valley sont financées par les services de renseignement. Les Américains financent la plupart, la CIA et les compagnies de renseignement américains financent la plupart des compagnies là, comme vous avez entendu parler du NQT. Les Russes sont là-bas, ils financent, leur service de renseignement finance. Pourquoi est-ce qu'il faut être au même endroit? Parce que c'est une bonne chose d'être parmi ceux qui font le développement. Dans les rencontres, vous entendez des choses. Et c'est ce que nous aussi, on devra faire. Une autre partie, les Chinois qui ont étudié la finance du marché et tout, on leur donne de l'argent, ils ouvrent des hedge funds pour investir à la bourse. Ils capturent des places dans les grandes compagnies pour prendre des positions dans le conseil d'administration. Une fois que tu es dans le conseil d'administration, tu entends les secrets, tu connais l'orientation. D'ailleurs, il y a 2 semaines, les Américains ont exclu une compagnie chinoise, je n'ai pas l'exemple exact avec moi, d'une compagnie américaine. Ils ont dit que c'est une affaire de sécurité nationale. Que vous ne pouvez pas entrer dans le capital jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est ce que les Chinois font. Et donc, toute leur diaspora, et en plus, le travail que les diaspora fait, ils ont des magasins chinois. Tout est chinois. Ils capturent tout l'argent en termes de devises que les Chinois produisent. Et c'est l'orientation qu'on devrait avoir. On a une diaspora qui a toutes les compétences, mais elle est abandonnée. Comme ça, on ne connaît pas l'exploiter. Ça fait que chacun dépense. Si tu veux manger, tu vas à un restaurant chinois, tu fais entrer ton argent dans le circuit chinois, qui ne va pas sortir de là.
Donc on va dire que parmi les solutions, on devra apprendre à gérer convenablement la diaspora en termes de capacité financière. Déjà qu'il y a quelques années, j'avais lancé l'idée d'avoir un magasin africain, un supermarché africain, bon, avec les intrigues camerounaises. Mais l'idée n'est pas morte, parce que c'est la voie à prendre. Intervenir brutalement dans les marchés. Vous croyez que les Chinois qui sont en Afrique, ça n'obéit pas à une stratégie? C'est une stratégie de continuation, de conquête de marché. Un Chinois qui vient, achète des terres, ouvre, crée des plantations, mais c'est des devises. C'est toute une politique. Mais si vous demandez au gouvernement africain, donnez-nous la liste des membres de votre diaspora et ce qu'ils font dans la diaspora, ils ne savent pas. Voilà les dilemmes dans lesquels nous sommes. Donc, je l'ai déjà dit que la Chine était le premier bailleur de fonds du FMI. Maintenant, on doit quand même essayer de parler, j'ai déjà évoqué un peu quelques éléments de solution. Qu'est-ce que ces éléments de solution doivent intégrer? On doit pouvoir contrer et contrecarrer la politique des risques politiques, les risques politiques, c'est-à-dire les coups d'État en Afrique, les rébellions qu'on dit spontanées. Je vous rappelle qu'il y a très peu de rébellions en Afrique qui ont été le fait des Africains. Ces rébellions sont toujours, les ficelles sont tirées derrière. Et la partie très triste dedans est que les Africains occupent toujours le plus bas niveau dans l'échelle. Vous vous souvenez, à la guerre du Biafra, le colonel allemand du nom de Hofsteiner, il avait la troupe très célèbre qu'on appelle le 4e commando, on appelle les Kodo. Hofsteiner était un ancien de la Légion étrangère française, un Allemand. C'est lui que les Français ont envoyé là-bas pour former les troupes. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'anciens généraux américains qui sont en Afrique. Ils disent qu'ils viennent créer des compagnies de sécurité, mais c'est des agences de recrutement de rebelles. C'est intégré dans un circuit très complexe et extrêmement bien structuré. C'est pour ça que nous devons aussi nous ajuster et mettre en place des institutions qui vont contrecarrer cela. 2. Dans les solutions, on devra pouvoir nous trouver un moyen de préserver nos réserves de change. Parce que c'est un frein au développement. Pourquoi? Quand vous regardez tous ces pays-là, nous finançons nous-mêmes notre propre déchéance. On enrichit nos ennemis. On enrichit ceux qui sont là pour nous détruire. Et comment est-ce que ça se fait? La multiplication des fonds souverains. Aujourd'hui, en Afrique, dans les réserves, l'Algérie a un bon niveau de réserve. Et je vais vous dire pourquoi. Les pays arabes, pour se préserver contre l'impérialisme bancaire, se sont appuyés sur une composante de leur culture, qui est la religion. Ils ont dit que l'islam ne permet pas des prêts avec intérêt. C'est comme ça qu'ils ont à peu près réussi à se protéger. Et en dehors des pays arabes, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a voté un fonds souverain. Aucun autre pays. Et l'Afrique du Sud est également membre de la Banque des règlements internationaux comme l'Algérie. Le Nigeria a été refusé. On doit rentrer dans ce qu'on appelle le wealth management. Parce qu'une fois que vous avez des réserves, vous devez savoir les placer pour enrichir. Parce que le principe de l'argent, de l'enrichissement, est que l'argent doit pouvoir tourner entre vous plusieurs fois et éventuellement ne même pas sortir de votre cercle. Pourquoi? Il y a l'effet multiplicatif que l'auteur Djibouti avait expliqué. Et pour ceux qui ont un peu fait des maths, quand vous prenez de l'argent, l'argent entre dans une banque, il n'y a que 10% en gros qui doit rester dans la banque. Vous pouvez faire partie 90%. Mais la vérité est que vous écrivez des chèques pour 90%. C'est comme vous garantissez qu'il y aura 90%. Donc, 0,9. Ça va dans une autre banque. Elle aussi, elle a le droit de garantir, de mettre seulement 10% et de prêter 90%. Même si quelqu'un prend à la deuxième banque et ramène à la première banque qui a prêté, elle a le droit, avec cet argent-là, de laisser seulement officiellement 10%.
Pour ceux qui ont fait des maths, ça s'appelle une suite géométrique. Ça s'appelle une suite géométrique. Une suite géométrique de raison 0,9. Si vous prenez la limite, c'est 10. Ça veut dire que quand nous mettons 1 milliard dans la Banque de France, l'effet que ça aura sur l'économie à terme, c'est 10 milliards. Et nous ne bénéficions pas de cet effet multiplicatif. Il suffit qu'il y ait 3 ou 4 transactions. S'il y a 4 ou 5 transactions, l'effet que cet argent a sur l'économie est multiplié par 3, au moins. Vous voyez donc où se trouve toute l'importance de bien comprendre le management des circuits bancaires et d'être assez sérieux avec cela. Le dernier point que vous avez dit qui doit être intégré, j'ai dit qu'il faut qu'on puisse exploiter la diaspora. Il est inadmissible que chacun de nous puisse acheter la maison en allant prendre l'argent dans une banque qui n'est pas notre banque. Voilà ce qu'on appelle les opportunités manquées que nos pays ne maîtrisent pas. On devrait avoir les banques africaines, on devrait avoir les commerces africains, que quand tu lèves, tu pars acheter un vêtement dans un commerce africain. Ta maison, le prêt est dans une banque africaine. Tu vas dans un hôpital africain. Et si tu dois acheter une voiture étrangère, vous vous concentrez dans quelques compagnies seulement pour faire baisser les prix et leur imposer vos conditions. Et leur dire que vous allez rentrer dans le capital. C'est comme ça c'est ce qu'on appelle la bonne gestion de ces avoirs. Quelles sont les communautés qui le font? Les Juifs le font, les Chinois le font, les Coréens le font, les Arabes le font, ceux qui le font, les Irlandais le font, les Italiens le font, les seuls qui ne le font pas, c'est ou les Africains ou les Africains-Américains. Vous savez que c'est eux qui sont les seuls laissés pour compte dans cette économie. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le fonctionnement économique. Et donc, rapidement, quand il dit ça, voilà les pistes de solutions que je propose. Pour qu'on doit déjà développer le commerce interafricain et nous arranger à préserver nos réserves. Parce que ce que je n'ai pas dit pendant la présentation est que ce qui se passe avec les États-Unis se passe même avec le Nigeria. Quand nous achetons quelque chose au Nigeria, ça passe par la Banque de France. On achète quelque chose en Côte d'Ivoire parce qu'on est dans 2 systèmes francs différents, ça passe par la Banque de France. Et vous vous étonnez pourquoi le commerce interafricain est aussi faible. Donc les pays africains doivent s'arranger déjà à mettre un système bancaire efficace et dans ce système bancaire-là, se donner entre eux des lignes de crédit. Imaginez-vous, si le Cameroun échange avec le Nigeria et qu'on achète au Nigeria pour $1 million, ils achètent au Cameroun pour $2 millions, pourquoi est-ce que tout l'argent doit aller en France? On se donne les lignes de crédit. On dit, OK, Nigeria, vous pouvez aller jusqu'à $2 millions au Cameroun, sans que vous n'ayez à échanger quoi que ce soit. Cameroun de même. Et nous ne sommes pas en train de l'inventer. C'est un système qui existe avec la Banque des règlements internationaux. C'est la raison pour laquelle, au plus fort du ressentiment anti-allemand en France, c'est l'Allemagne qui a sauvé la France de sa première crise économique vers la fin des années 60. L'Allemagne leur a glissé un prêt sans intérêt à travers la Banque des règlements internationaux. Ils ont ce fonctionnement. C'est les pays européens qui ont sauvé les États-Unis d'une crise financière après l'assassinat de Kennedy. Ils ont dit tu peux utiliser toutes les lignes de crédit au directeur de la banque, j'ai oublié quoi, toutes les lignes de crédit américaines que ces pays ont là-bas. Donc on doit pouvoir le faire. Et on ne peut pas le faire dans le contexte actuel parce que les Africains ont ce qu'on appelle l'association des banques centrales africaines. Ça existe. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas. Tous les trucs dont ça existe. Mais c'est d'une inefficacité incroyable. On doit pouvoir mettre en place quelque chose de plus bon. Et maintenant,
au niveau, mais ces choses ne peuvent pas marcher tant qu'il y a deux pays qui ne sont pas fortement impliqués, au moins dans ce qu'on appelle l'Afrique noire. Ces deux pays, c'est le Nigeria et le Congo. Vous voyez, c'est les deux seuls géants, c'est les deux vrais géants. Toute alliance que vous faites en dehors de ces deux sont des alliances qui sont vouées à l'échec, parce qu'ils sont très déséquilibrés. Comme je vois en Afrique de l'Ouest, ils essayent de mettre un truc en place, il y a le Nigeria. Il est trop géant pour eux. Les deux piliers sur lesquels les banques centrales africaines devront s'appuyer sur le futur, c'est le Nigeria et le Congo. C'est deux grosses économies. Et les autres vont s'y intégrer au fur et à mesure. Tous les Africains devaient travailler vers cette convergence économique entre le Congo et le Nigeria. Maintenant, l'autre truc, nos produits d'exportation, on ne doit pas aller en rang dispersé. C'est ces rangs dispersés-là qui nous créent des problèmes. Comme vous avez dit, tous les problèmes en Côte d'Ivoire, ça remonte en 87 quand Houphouët-Boigny a dit « je ne vends pas mon cacao ». Les autres en ont profité pour le vendre à des prix un peu plus hauts, croyant qu'il se faisait du bien, il se faisait du mal. Quand vous contrôlez 80% d'un secteur, c'est un monopole. Vous devez être les maîtres du jeu. Et pour qu'on soit des maîtres du jeu, on doit mettre en place une institution solide qui gère ça. Et qui va résister. Non seulement sur le plan agricole, mais même sur le plan des métaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours recommandé, je le dis dans mon livre, que la vente de nos matières premières soit centralisée. Les pays commencent à travailler dessus. J'ai vu que les pays de l'Afrique centrale ont essayé de créer ce qu'on appelle mettre en place un code minier commun. C'est déjà un premier pas qu'il faut encourager, mais il faut aller plus loin. Il n'est pas que question du code minier. Il est question de la centralisation, de la gestion de ces produits. Quand nous les aurons, vous n'allez pas voir les problèmes comme les coups d'État. Les coups d'État obéissent toujours à des occupations sur les sites où il y a des matières premières. Dès qu'on a découvert le coltan en Sierra Leone, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre en Sierra Leone. Et quand la guerre n'a pas produit ce que ceux qui ont créé la guerre voulaient, il y a eu Ebola. Ebola, c'est la continuation de la guerre, c'est-à-dire c'est une guerre bactériologique. Pour se préserver contre cela, tous ces petits pays, on doit avoir, vous pouvez l'appeler un trust, un institut central qui va gérer toutes nos matières premières, un seul lieu de discussion. Comment est-ce que ça va être organisé? C'est à vous, les penseurs africains, de le faire, de le dire. Pourquoi? C'est un travail très difficile à faire. Pourquoi? Parce que à l'état actuel des choses, ce qu'on enseigne comme économie ne peut pas nous servir à grand chose. Parce que cette économie, en vérité, navigue autour de ce que je vais appeler deux vraies théories. La première, c'est la théorie de la rationalisation du pillage. La deuxième, c'est la théorie de la gestion des biens mal acquis. C'est ce qu'ils font. Or, nous les pays africains, à l'heure qu'il est, où le monde est en train de vivre un changement rapide, parce que les pays occidentaux qui ont dominé l'économie mondiale et le monde pendant près de 500-600 ans sont essoufflés, ils sont en train de perdre du terrain. Ça se voit quand vous regardez leur taux d'endettement. Ils sont presque tous endettés à près de ou à plus de 100% de leur produit intérieur brut, ce qui est irréversible. Deux, vous commencez à avoir la fébrilité dans leur fonctionnement, leur interaction. Vous avez vu, l'Allemagne a demandé la place au Conseil de sécurité. À la France, ils disent que ça devrait leur appartenir. Vous voyez que KLM, la compagnie néerlandaise, a pratiquement racheté Air France, d'autres compagnies ainsi de suite, se font des guerres.
Mais on doit garder présent à l'esprit que ces gars ne vont pas aller sans un vrai combat. Et nous, dans nos ressources, parce que c'est nous, en tant qu'Africains, qui avons donné au monde ce qu'on appelle sa première humanité. Ça, c'est indiscutable. Il n'est pas question pour nous de rentrer dans la prédation une fois qu'on sera débarrassé de ce vestige encombrant du CFA, mais de rétablir une certaine... d'assainir, si vous voulez, le monde financier. Et ça va s'appeler la deuxième humanité. Nous sommes capables de le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes les dépositaires d'à peu près 3/4 ou 3/5 de toutes les ressources naturelles dans le monde. Nous sommes à peu près 1 milliard. Et comme a dit le docteur Henry Clark, il a dit si quelqu'un n'a pas envie de se sentir africain, c'est très bien pour lui. Que tout compte fait, les Africains n'en ont pas besoin. Qu'on a besoin de personne. Que quand vous êtes 1 milliard, vous avez 3/4 ou 3/5 des ressources naturelles, vous n'avez besoin de personne. J'entends souvent des gens, j'ai entendu plusieurs fois, des gens disent que le CFA est une bonne chose. Très bien pour eux. Et d'autres ont même dit qu'ils le disent parce qu'ils ont été des très hauts fonctionnaires au FMI et à la Banque mondiale. J'ai envie d'apporter quand même une petite précision. Le FMI est dirigé par ce qu'on appelle un comité directeur. Ce comité directeur a 5 personnes, 5 membres. 5 membres qui défendent 5 intérêts géographiques. Vous avez Christine Lagarde, quand il regardait, qui est française, elle défend les intérêts européens. Vous avez Naoyuki Shinohara, qui est japonais, il défend les intérêts japonais. Vous avez le docteur Zhu Ming, qui est chinois, il défend les intérêts chinois. Quand le pétrole est devenu quelque chose de très important, ils ont voulu intégrer les Arabes, mais avec un pays qui est malléable. Vous savez qu'il y a, comment on l'appelle, je vais me souvenir de son nom, elle est égyptienne, elle défend les intérêts arabes. Nemat Shafik, voilà son nom, Nemat Shafik. Et le gros dans ce groupe-là, c'est John Lipton, l'Américain, qui défend les intérêts américains. Et c'est le seul qui a le droit de veto au FMI. Si quelqu'un vous dit qu'il a participé à une décision du FMI et qui n'appartient pas à ce groupe de 5, il vous raconte des histoires. Et d'ailleurs, je vous réfère à certains très bons livres qu'il faudra lire. Il y a un qu'on appelle La bataille de Bretton Woods, écrit par Ben Steele, qui vous relate toutes les intrigues qu'il y a eu. Si vous le lisez, vous comprenez même exactement pourquoi le Conseil de sécurité est à sa forme actuelle. Et c'est toujours, comme je vous l'ai dit au départ, dans ce cadre-là que le CFA, on a fait cette concession à la France. Pourquoi? La France voulait la 3e position en termes de quotas. Le FMI fonctionne en termes de quotas. La Chine a réclamé d'avoir un quota supérieur à celui de la France. Or, on voulait la Chine dedans. L'Union soviétique, à l'époque, a réclamé d'avoir un quota qui n'est pas loin de celui de l'Angleterre. Donc, les États-Unis ont eu le plus grand quota, suivi de l'Angleterre. L'Union soviétique n'était pas loin. Le 4e était la Chine. Et le 5e était la France. Donc, la France a demandé 2 choses. Elle a demandé que son quota soit supérieur à la somme de tous les quotas des pays du Benelux pour leurs problèmes internes. Et cette faveur sur le CFA. Et l'un des grands architectes de cette conférence de Bretton Woods, qui est Henry Morgenthau, je vous laisse avec une de ces solutions. Donc, ça c'était dans les trucs. Ok, voilà ce qu'il dit quand il vous parle de ce que les Allemands ont fait. Il dit, le système qu'on vit en Afrique francophone, en fait, est l'un des éléments qui a apporté la guerre. Quand les Allemands ont commencé les manipulations, ils ont commencé les manipulations avant la Première Guerre mondiale. Ils disent que c'est ça a déstabilisé le commerce et que c'est ce qui a poussé les pays à la guerre. Il y a des intellectuels africains qui sont assez hésitants et qui disent qu'ils maîtrisent très bien ce problème, alors qu'en vérité, ils n'expriment que leur ignorance. Et à ceux-là, je laisse une citation de Goethe. Celle-là. Nul n'est plus désespérément asservi que celui qui croit qu'il est libre.
il y a les gens qui disent le CFA, c'est notre monnaie. C'est à eux que Goethe s'exprime. Et sur ce, je ferme cette première partie. Maintenant, nous allons passer, nous avons certainement 10 minutes d'échange de questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser immédiatement vers le micro de vous ici. Moi, ma question, elle est politique, parce que la problématique que nous abordons, moi je dirais on prêche convaincu, il n'y a pas besoin de nous convaincre. Les arguments qui sont très valables, même quand on descend sur le plan de la technique, quand on prend un pays et que ce pays utilise une monnaie qui est arrivée à une autre monnaie qui est l'une des monnaies la plus forte du circuit dans l'euro, ça représente presque une surtaxation de ces exportations. Et une subvention sur les exportations, c'est techniquement sur le plan de la finance, c'est carrément une aberration. De plus, quand on regarde la citation là, comment peut-on prétendre que nos banques centrales, si on prend l'exemple de la Banque de l'Afrique centrale et la BCE, ont eu une certaine indépendance par rapport à nos gouvernements pour aller être maintenant dépendants du trésor français. Grosse aberration encore. Donc sur ce point-là, je n'ai pas de question. Je n'ai pas de question sur la nécessité de sortir du franc CFA. Ma seule question c'est, comme nous savons, selon les arguments que tu as si bien avancés, que nous ne sommes pas libres, comment, sur le plan politique, on doit manœuvrer en fait? Parce que, si je prends le cas de l'Afrique centrale, je vois qu'on nous a maintenus dans une sorte d'alliance avec le CEPAC. Mais tu as dit, il faut dire que tout ce qu'on peut faire en Afrique aujourd'hui, qui ne contient pas le Nigeria et le Congo, on tourne en rond. Donc, comme il y a ce système communément appelé la France-Afrique, où il n'est pas encore clair quelles sont les méthodes d'accession à la magistrature suprême dans nos pays, qui prend des décisions, et on a comme l'impression que aucun de ces pays-là ne se concerte sur des questions essentielles comme celle-là. Quelle est donc la solution sur le plan politique, d'abord pour l'Afrique, avant d'arriver sur ce problème-là? Bon, merci, docteur Djibouti. Je sais que vous êtes un expert dans ces questions-là et que, en vérité, vous avez en tête quelques réponses à vos propres questions. Mais toujours est-il que c'est une question qui est pertinente. Mais votre question intègre plusieurs assumptions. La première est que vous êtes exclu de la solution, que vous ne faites pas partie de la solution, que vous êtes un spectateur à la solution. Et pour adresser cette partie, je vous renvoie à une rencontre qui avait eu lieu aux États-Unis entre Franklin Delano Roosevelt et le syndicat. Les syndicalistes l'ont rencontré, lui ont fait part de leurs problèmes, des problèmes qu'ils rencontraient. Après 2 heures de discussion, Roosevelt leur a dit: vous m'avez convaincu. Maintenant, vous avez une seule chose à faire, forcez-moi à le faire. Donc, la réponse à votre question, forcez ces dirigeants à le faire. Organisez-vous pour les faire ou partir ou prendre ces décisions. Et qu'est-ce que Roosevelt attendait par là? Forcez-moi à le faire. Il a dit, c'est une décision qui dépend de moi, ou je dois aller auprès du Congrès, c'est compliqué. En vérité, il disait, descendez dans la rue, faites tout ce que vous avez à faire, au point de me donner assez d'éléments pour qu'ils disent, ceci ne peut plus continuer. Il y a des décisions à prendre. Donc, c'est à cela que je vous dirige. Quand j'ai intervenu dans
comprendre bien, moi j'ai été à l'école, à l'indépendance, en 60. Et dans la même lignée, si les gens sont intéressés, ils voient une solution. Il faut que les gens qui nous gouvernent soient poussés à changer. Moi, j'ai vu une détérioration depuis 60 jusqu'à ce que je sois arrivé ici dans ce pays. Je n'ai jamais vu un changement qui va dans la qualité de la vie en Afrique. La dernière question est ceci. Ta conclusion qui est dit que il faut que les gens arrivent à comprendre, à les amener à changer, je crois qu'on ne doit pas être noyé. Parce que ce qu'on voit en Afrique actuellement, avec ce qu'ils ont mis en place, surtout au Sénégal, si on prend au Sénégal, prenons le cas du Sénégal des dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout fait pour le réélire jusqu'à. Est-ce que ça a changé pour les Sénégalais? Non. On leur promet pourquoi il y a du gaz ici, du pétrole qui est sorti. On a vu d'autres pays qui ont eu avant ça. Est-ce qu'ils se sont... Il y a eu des changements, rien. Il faut... Je suis d'accord avec toi. Qu'il faut qu'on arrive à pousser ces gens-là à aller ailleurs. Qu'on arrive à prendre le truc de nous-mêmes. Parce qu'on a vu en Afrique, ça ne marche pas. Oui, et là, je suis d'accord avec vous, M. Boubacar Ndior. Déjà, vous avez vu la détérioration qui a été motivée déjà par la poussée démographique. Parce qu'en 1960, la même quantité qui était disponible pour 2 millions de personnes est la même qui est disponible pour 20 millions de gens. Ça ne marche pas. Même d'après, comme le docteur Djibouti l'a dit, ça a un même datum de la complexité. C'est clair. Et nous avons affaire à un système huilé et très bien organisé. Donc on n'a pas à croire que la solution est une affaire simple. Ça demande énormément de travail souterrain, d'organisation. Il doit être structuré comme ils ont structuré aujourd'hui les changements de régime, bien fait au point que quand les mouvements seront déclenchés, que ce soit des mouvements qui vont balayer les résistances. C'est-à-dire ce que le docteur Martin King appelait les gens qui vont à contre-courant de l'histoire. Parce qu'ils sont très nombreux en Afrique. Et il y en a beaucoup dans nos gouvernements. Non, juste un commentaire. La dernière phrase du docteur est très pertinente. Il ne faudrait pas que nous réfléchissions comme si, en fait, toutes les raisons de nos problèmes viennent d'ailleurs. Nos problèmes, c'est nous aussi. Pour la phrase, il y en a beaucoup dans nos gouvernements. Les gens qui vont à contre-courant de l'histoire est très très important. On ne peut pas demander un changement si nous ne changeons pas nous-mêmes. Absolument. Et j'ai envie d'ajouter, parce que c'est la raison pour laquelle la seule organisation sociale qui sera fiable, c'est celle où il faut totalement décentraliser. Faire en sorte que les communautés autonomes aient une très grande autonomie dans la gestion des choses qui leur appartiennent. Tant qu'on aura ces gouvernements centralisés, rien ne va marcher. D'ailleurs, ça va s'empirer. Je me permets de vous féliciter sans prétention sur ce bien exposé. Ça va, on passe beaucoup de temps à parler ensemble, mais même après autant d'années à converser ensemble, j'ai été impressionné par la qualité de l'exposé. Et ma question est toute simple. Et peut-être même qu'elle a une réponse déjà de façon suivie dans l'exposé. Après avoir écouté cet exposé, quelle est la première chose à faire? Évidemment, ça s'adresse à toutes les classes. Quelle est la première chose à faire, par exemple, à un gouvernement qui a pris connaissance de ce qui a été exposé? Quelle est la première chose à faire pour un homme d'affaires africain? Quelle est la première étape à prendre pour nous qui sommes, ou ceux qui sont dans la diaspora? Je commence par la diaspora, par ici un membre de la diaspora. La diaspora, chaque membre de la diaspora a le droit d'avoir ses opinions politiques, mais je crois que la diaspora doit comprendre qu'elle ne doit pas être politisée. Parce qu'elle est trop importante pour ça.
on passe le temps à se déchirer entre nous, alors qu'on pouvait faire construire une force énorme. Cette politisation est un frein et c'est à dessein. C'est pour ça que je suis Camerounais, je suis écœuré. Déjà par ce qui se passe là-bas. Et à la suite des élections, de ce que je vois dans les réseaux sociaux, où on a accepté de se diviser finalement en deux groupes à partir des élections, que les uns appellent les sardinards, que les autres appellent les anti-sardinards. C'est très grave. Parce que la meilleure façon de créer un génocide, c'est de créer deux groupes clairement définis. Tant que deux groupes ne sont pas clairement définis, il n'y a pas de génocide. Maintenant, par rapport à nos pays, nous avons des gens que nous connaissons. On ne peut pas prétendre qu'on ne les connaît pas. On ne peut pas prétendre qu'ils sont plus courageux que ce que nous voyons. Ou qu'ils vont faire plus que ce que nous les voyons faire. Mais au minimum, il ne faut pas qu'ils détériorent la situation. Et il y a des simples choses qui ne portent pas de très grands risques. Au moins commencer à communiquer au niveau des échanges commerciaux. Que donnons-nous des lignes de crédit dans les banques respectives. L'autre truc, pour les pays de la zone franc, comme ils ont peur de sortir de la zone franc, il a même dit une fois sur l'une des grandes chaînes Afrique Média, que je salue d'ailleurs, parce que je crois que certains parmi eux regardent cette conférence en direct, de demander à ces pays, au moins de demander à la France, d'enlever, de quitter, pas du conseil d'administration de la banque, ce droit de veto est un scandale. Un autre point, je crois que les pays de l'Afrique centrale commencent déjà un peu à le faire. Et je ne voulais pas entrer dans la politique, parce que le Cameroun l'a fait dans les années 60, d'ouvrir nos comptes dans les banques centrales étrangères. On n'a pas besoin d'autorisation de la France pour ça. C'est vrai qu'il y a l'an passé, il a brimé Sassou Nguesso, parce qu'il a ouvert une ligne de crédit en Chine. On lui demandait, mais combien est-ce que tu as reçu, et ainsi de suite, on le primait. Mais c'est la voie à faire. Et, comme j'ai dit, libérer le débat politique. Je suis Camerounais. Le Cameroun a cette expérience unique il y a deux systèmes. Ces deux systèmes devaient être un enrichissement, où il y a un point de vue qu'on va dire francophone, un point de vue anglophone et où on va dégager. On doit rebalancer, d'après moi, ce système. Parce qu'il y a énormément de capital humain des deux côtés. Si ce capital humain était mis ensemble de façon productive, ça c'est un pays qui irait très très loin. Parce qu'il a le potentiel pour le faire. Ouais. Oui, moi j'ai une question rapidement. Oui, et une dernière chose avant de continuer. Bon, je voulais quand même signaler que je connais le docteur Benoun depuis très très longtemps. C'est le principal promoteur même en fait du journal Le Prince Hebdo. Et on l'a fait ensemble et c'était une très belle aventure. Oui. Moi j'ai une question rapidement. J'ai également suivi ce que vous avez dit. J'avais une question. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au gouvernement des pays africains de capturer toutes ces ressources humaines africaines qui sont dans la diaspora afin de changer fondamentalement les choses? Parce qu'on a l'impression qu'aucune décision ne peut naître si elle ne part pas d'une volonté politique en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, des think tanks, de la société civile qui peut changer les choses en Afrique aussi facilement. Les choses peuvent, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que les choses ne peuvent que changer à partir des décisions politiques. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux pays africains, aux dirigeants des pays africains, aux décideurs politiques par rapport à
ce que la diaspora porte comme ressources humaines pour apporter un changement? Ça, c'est une excellente question que je vais utiliser en 2 cas. D'emblée, je n'ai pas envie de vous opposer la déclaration de Kennedy qui avait dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Non, vous avez raison de demander ce que votre pays peut faire pour vous. Ça, je le crois. Parce que déjà, en tant qu'être humain, nous, pour évoluer, nous devons nous sentir en sécurité. Les choses vont mal dans nos pays aujourd'hui parce que personne ne se sent plus en sécurité. Si vous vivez dans un pays où vous avez le sentiment que l'école est gratuite, que vous soyez vivant ou pas, vos enfants pourront avoir une éducation de qualité. S'ils sont malades, ils pourront se soigner. Ça vous rend naturellement plus patriotique parce que vous avez le sentiment que vous participez à la vie et que vous faites partie de ce cercle. La diaspora, pour la plupart, a beaucoup de gens qui sont les dessus du système. La raison pour laquelle ils sont partis, beaucoup sont partis, pour offrir leur expertise ailleurs. Mais une fois que cela est dit, quand on parle du changement, il y a eu un changement hier ou avant-hier en Algérie. Ce n'est pas une décision politique. La rue a forcé les politiques à prendre la décision. La diaspora aujourd'hui est le seul monde véritablement autonome dans nos pays. Et nous avons des ressources. On doit pouvoir travailler avec ces ressources, travailler avec les régimes en place sur qu'on peut travailler, mettre les choses en place pour faire avancer. Qu'est-ce qui nous empêche d'offrir notre supermarché ici? On n'a pas besoin de l'argent de l'Afrique pour ça. La diaspora africaine est l'une des diasporas les plus instruites, sinon la plus instruite aux États-Unis. En termes de capital qu'elle génère, c'est énorme. Elle n'a pas besoin d'un pays africain pour créer sa banque. Par exemple, même un truc aussi simple qu'une banque mutuelle. Vous savez combien il faut pour ouvrir une banque mutuelle? 300 000 $. Vous prenez 100 personnes, 3 000, la banque mutuelle est ouverte. Vous prenez 100 personnes, 500 000, vous avez une banque mutuelle plus 200 000 de frais de fonctionnement. Et vous vous mettez dans une position où vous pouvez maintenant négocier en position de force, vous n'êtes plus demandeur. On ouvre notre banque, on dit, OK, les prêts que vous prenez à des taux prohibitifs et qui ne rentrent même pas chez vous, nous pouvons vous prêter de l'argent, mais voici maintenant nos conditions. C'est ce que ces banques leur font. Pourquoi est-ce qu'on se substitue pas à ces banques? Mais il y a des pays qui sont plus ou moins ouverts, qui ont envie de travailler. On doit chercher à voir des convergences. Il vaut mieux travailler avec eux s'ils le veulent que sans eux. Mais même sans eux, il y a des choses à faire. Voilà. Je vais malheureusement parler de comment nos sociétés sont organisées et de l'impact de comment elles ont été gérées jusqu'ici. Effectivement, ce que j'ai retenu du bilan exposé du Dr. Mikima, c'est le fait que, en fait, parmi toutes les solutions qu'il propose, il parle toujours de s'organiser. Quand quelque chose n'est pas organisé, vous avez une structure qui doit le gérer avec une vision parfaite pour atteindre un but, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, oui, les décisions politiques, il en faut pour bénéficier de ce que peut apporter la diaspora, mais si on tournait la vapeur de l'autre côté, comme il a dit, ce sera encore mieux, se mettre en position de ne plus être demandeur. Mais comment le faire quand, dans un pays comme le Cameroun, après une élection, le débat se situe au niveau, comme il a dit, de continent ou anti-Sarina. Nous avons encore des débats de tribus ou de telle tribu. Quand on regarde comment la société camerounaise vit ici, il y a des associations. Et comment elles sont faites? Il y a l'association des Sawa, qu'on appelle Moi Sawa. Il y a le Boklia, l'association des Bafang, des Bamandés. Écoutez, l'Afrique n'est pas déjà comptée dans la division internationale du travail.
Mais chez nous, on parle toujours de division entre le nord et le sud, c'est ce qui a mis la guerre au Rwanda. On parle toujours de division entre les BT en Côte d'Ivoire et puis les Toula qui sont du nord. Et c'est un modèle qui a été construit depuis la colonisation et qui perdure. Il serait peut-être temps que la diaspora se rende compte de sa significativité et de ce qu'elle peut apporter, qu'elle s'organise et que, comme il a dit, qu'elle force ces gouvernements-là à en tenir compte. Parce qu'on pourrait très facilement arriver à des situations où les diasporas imposent à un gouvernement comme celui du Cameroun de dire hey, des histoires comme la double nationalité que vous refusez, on ne veut plus entendre parler de ça. Eh bien, ça va influer. Des histoires comme nos institutions, qui sont en fait la source du problème. Dans un pays, je ne vois pas pourquoi on devrait parler de la tribu du prochain président, au lieu de parler de la limitation du nombre de mandats présidentiels, par exemple, au lieu de parler de la forme de l'État, alors que l'État unitaire centralisé a montré toutes ses limites. Ça a créé la guerre. Donc c'est un peu comme ça qu'on devrait, à mon avis, essayer de réfléchir en disant, ok, voilà, vous, la diaspora, vous avez eu accès à une certaine ouverture d'esprit. Vous avez regardé comment les choses se passent ailleurs. Vous avez eu accès à de l'information. Vous avez, comme il a dit, vous êtes en fait la seule partie autonome aujourd'hui de l'Afrique. Parce que beaucoup de nos gouvernements sont encore des dictatures. Et moi, je pense que c'est cette diaspora qui ne fait pas assez pour leur pays, au lieu d'attendre que les pays fassent pour eux. Très bien, Dr Djibouti. Et je voulais ajouter une chose déjà à la suite de ce que vous avez dit, parce que c'est brillant, que dans toute organisation sociale, il y a deux composantes qui doivent se retrouver. La justice sociale dans l'organisation, que chacun sente que oui, il ou elle est en train d'obtenir ce dont elle a droit, naturellement. Et s'il y a les richesses, la répartition équitable de ces richesses. Dès que les deux choses-là sont mises en place, la société va fonctionner. Nos États, où nous sommes des peuples tribaux, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être tribaliste. C'est une fierté d'appartenir à ta tribu. Je suis un Sawa, je ne peux pas le cacher, j'en suis fier. Mais le fait d'être Sawa ne doit pas faire de moi l'ennemi naturel. Quelqu'un qui n'est pas un Sawa, tu dois respecter ce qu'il est. Et on peut travailler ensemble. Donc c'est de venir avec un programme rassembleur. On a parlé des banques, on a parlé des supermarchés. Si je viens vers vous, et je travaille beaucoup avec vous, M. Djibouti, professeur Djibouti, et je dis, j'ouvre un commerce où chacun de nous apporte 50%, et si dans les bénéfices j'ai 60%, vous avez 40%, c'est un déséquilibre. Si je dis, je vais ouvrir, par exemple, une banque, mettons, les Sawa travaillent dans tout, après, à la dernière minute, ils veulent associer les autres communautés dans des trucs périphériques. C'est pas quoi qu'on organise quelque chose. Ça va créer des problèmes. Mais si on vient avec un esprit véritablement ouvert, il y a une discussion bien claire dans le départ, où on dit, OK, voilà comment les choses seront organisées. Les BAFANG, voilà, chacun est d'accord, les choses vont avancer. Et une chose qui est bien faite, tout le monde le reconnaît. Mais nous, en général, quand tu vois notre société, quelqu'un t'appelle, il dit qu'il veut organiser, il veut créer un petit business et qu'il veut t'associer. Il vient à la dernière minute, il veut seulement ton argent. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, ok, je crois qu'on va arrêter comme ça avec les questions. Le temps ne nous tient pas la gorge. Donc, merci beaucoup, M. Mukima, pour ce brillant exposé. Nous allons mettre la pied sur le paillasson et nous vous remercions vraiment de votre présence aujourd'hui pour cette conférence. Et merci beaucoup. merci. Oui, bonjour, Désiré Nongol depuis Washington DC aux États-Unis.
au sorti de cette conférence qui a été donnée par le docteur Bekima, nous avons non seulement il a élaboré ici correctement le problème qui mine aujourd'hui tous ceux qui appartiennent au franc CFA, tous les pays qui sont encore ancrés dans ce problème qu'apporte le franc CFA, mais aussi bien quelques solutions pour aider non seulement ces différents pays de sortir de ce gros problème qui est le franc CFA. Nous remercions énormément le docteur Bekima pour tout ce qu'il a pu apporter, pour ses avis et bien sûr aussi les différents intervenants que nous avons eu dans la salle qui apportent un certain nombre de solutions, non seulement du côté de la diaspora, mais aussi bien de tous ceux qui sont encore dans différents pays africains. Nous vous remercions et on remercie bien sûr Africa Media pour leur support et leur apport. Merci bien. Désiré Longa, à très bientôt. Alors, moi je suis Ngolo Pascal, je suis membre du conseil d'administration de Kepera Institute of Strategic Analysis, aussi secrétaire général de l'Institut. Je venais de suivre cette conférence qui a été donnée par le très célèbre Dr Paul Bekima, qui a totalement sorti un aspect qui n'est pas trop souvent développé dans l'opinion africaine et même de la diaspora. Cet aspect qui, autre de la prédation, donc les pays africains sont victimes aujourd'hui. Donc je peux dire que vraiment c'est une conférence qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je dirais carrément act of box. C'est-à-dire qu'il a pensé hors de la boîte. Et vraiment, si vraiment cette conférence peut inspirer nos dirigeants africains pour comprendre jusqu'à quel point nos pays sont embrigadés dans le joug et développer des stratégies qui puissent permettre effectivement de sortir de cette situation-là avec la contribution, moi je dirais encore, de la diaspora qui est une ressource importante parce que cette diaspora est diversifiée, elle a des gens qui ont des capacités techniques approuvées, qui ont de l'expérience avérée de plusieurs années dans plusieurs domaines. Donc vraiment, je pense que, encore une fois, c'est quelque chose qui sera bénéfique en Afrique. C'est l'Afrique qui va gagner, c'est l'Afrique qui va petit à petit sortir de cette situation difficile dans laquelle elle a été mise, pas avec leur volonté, mais contre leur volonté, je dirais, mais avec la complicité également de certains de nos dirigeants. Et donc vraiment, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience aujourd'hui qui atteint déjà la masse critique et je crois que les choses vont bouger. La conférence a été vraiment très bien suivie ici et puis on a vraiment apprécié comment le conférencier a bien posé les problèmes. Et derrière tout ça, il y a un problème politique. Et je crois qu'il revient aux Africains de voir l'opportunité qu'on a, quand on voit la source de nos problèmes, de trouver les solutions. Et puis les solutions vont être devront venir de tout le monde, ça devra venir de tout le monde, des expatriés, des gens au pays et tout le monde, mais nous devons penser à nos intérêts. Nos intérêts ne sont pas en accordance avec ce qui est en place en Afrique. Ça, c'est un résultat qu'on a vu et qu'on voit tous les jours. Et on doit être en mesure de trouver des solutions pour nous-mêmes et de réfléchir pour nous-mêmes et trouver la solution pour nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'autres parce que nous avons la compétence de résoudre certains problèmes. Nous devons avoir cette volonté politique de s'asseoir, de discuter et puis d'arriver à une solution qui satisfasse toutes les conditions pour tout le monde et associer tout le monde à l'élaboration de ces solutions. Pour une conférence, et nous demandons
beaucoup de conférences de ce genre pour mieux parler de nos problèmes et puis de trouver des solutions et puis de nous encourager à travailler pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Moi, d'abord, je connais très bien le docteur Bekima. J'ai suivi avec attention son exposé. C'est un brillant exposé. Un exposé qui parle d'un problème très sérieux qui est le problème du franc CFA. Il a exposé brillamment les tenants et les aboutissants de ce problème et il a proposé des solutions. Moi, mon impression est que les solutions, il y a jamais quelqu'un qui détient une solution magique qui apporte des réponses à tout, mais les réponses qu'il a apportées sont très très bonnes, à savoir qu'en Afrique, les deux géants sont le Nigeria et le Congo. Donc toute solution pour les pays en Afrique subsaharienne surtout devrait intégrer ces deux pays-là. Aussi, on a parlé de s'organiser. Donc moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il faudrait trouver des solutions pour que les banques centrales africaines, notamment la BCAO et la BEAC, ne puissent pas, d'un côté, se libérer des gouvernements des pays pour ensuite redevenir esclaves de la Banque de France et du Trésor public français. Donc il faudrait, à mon avis, qu'on arrive à trouver une solution pour former un conglomérat de pays africains et qu'on puisse trouver une monnaie ou un mécanisme de monnaie qui est chiffré par rapport à leur économie, mais pas une monnaie qui est arrimée à l'euro dans une parité fixe, sans aucune flexibilité. Le contrat qui nous liait à l'euro, il est obsolète selon moi parce que c'est un contrat qui utilisait le franc français pour garantir la parité avec le franc CFA. Le franc français n'existe plus puisqu'il n'est plus négocié entre les banques depuis que la France a décidé d'entrer dans l'euro. Je comprends donc pas pourquoi on continue à maintenir une monnaie qui est toujours arrimée à l'euro dans une parité fixe. Tous les présidents des banques centrales sont toujours en train de rechercher la flexibilité en matière de parité du pouvoir d'achat et de parité des taux d'intérêt dans l'économie monétaire. Pourquoi chez nous, on ne trouverait pas une solution avec une certaine flexibilité? Donc, il ne faudrait pas que le fait d'arrimer le franc CFA représente une sorte de surtaxation de nos exportations et une subvention de nos importations. Donc, même sur le plan technique, cette monnaie n'apporte pas la solution. Il y a des solutions comme la binarisation, mais avant de binariser, il faut d'abord trouver une monnaie parce qu'il ne faut pas binariser avec le même, avec l'euro ou le franc CFA qui est déjà une mauvaise monnaie au départ. Voilà, c'est un peu ce que je pense de ce sujet-là.